Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut la jeunesse. Alors mec, c'était comment tes vacances? C'était génial. J'ai fait un road trip de plus de 4000 km à Bécane. Et même si je suis parti tout un mois, j'ai trouvé mes vacances trop courtes et trop chères aussi. Où tu es allé, mec? Un peu partout. J'ai fait le Tour de France en passant par la Suisse. La Suisse, c'est pas là-bas que se trouve le CERN? Tout à fait. Eh, alors que je te connais, t'as bien dû aller y faire un petit tour. Bien sûr, c'est pour ça que je porte ce t-shirt. Un cadeau de Sylvie, une amie bikeuse. J'avoue que si je n'avais pas été visiter le CERN, je pense que je l'aurais regretté. Car même si je ne suis pas physicien et que je n'ai peut-être pas tout compris au niveau de toutes les explications, ça a tout de même été une très bonne expérience. Ça m'a aussi permis d'avoir quelques réponses à des questions qui me trottaient dans la tête depuis trop longtemps. Si vous avez l'occasion de passer dans le coin, prenez une après-midi pour aller faire la visite du CERN. Vous ne le regretterez pas. C'est quoi le CERN, mec? C'est le Conseil européen de la recherche nucléaire. Nucléaire? Oui, nucléaire. Mais on ne fabrique pas des bombes. Explique-nous ça, mec. Non, on n'y fabrique pas de bombes. C'est le laboratoire européen pour la physique des particules ou la physique subatomique. On y étudie les constituants élémentaires de la matière, le rayonnement ainsi que leur interaction. On peut également appeler ça la physique des hautes énergies parce que de nombreuses particules élémentaires instables ne se trouvent pas à l'état naturel et ne peuvent être détectées que lors de collisions à haute énergie entre des particules stables dans un accélérateur de particules. C'est ainsi qu'on a pu confirmer l'existence du boson de Higgs. Enfin, tout ça pour dire que le nucléaire dans le nom du CERN, ce n'est que parce que la recherche est au niveau atomique, mais en aucun cas pour créer de nouvelles bombes. J'ai compris. Eh, tu es bien le seul. Parce que moi, je t'ai perdu au niveau de la physique des hautes énergies. On va y revenir, mais avant, je voudrais faire un peu d'histoire. Allez, on t'écoute, mec. Après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, la recherche sur la physique n'était qu'à ses débuts, alors que quelques années auparavant, elle était déjà en bonne voie. C'est alors que le Français Louis Broglie, qui avait reçu le prix Nobel de physique en 1929 pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons, au cours de la conférence européenne de la culture qui se tenait à Lausanne en Suisse en 1949, propose de créer un laboratoire scientifique européen. Ce fut en 1952, avec le soutien de l'UNESCO, que 12 pays européens, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et la Yougoslavie, décident de créer un Conseil européen pour la recherche nucléaire nommé le CERN. Les premiers travaux commencent en mai 1954 à Mérin, à la frontière franco-suisse, près de Genève. Et c'est en 1957 que le premier accélérateur, le synchrocyclotron à protons, est mis en service. En 1965, la France autorise au CERN d'agrandir son domaine sur le sol français. La construction des anneaux de stockage à intersection est approuvée et est prévu pour être mis en service en 1971. C'est en 1971 qu'un second laboratoire est construit pour y placer le super synchrotron à protons, qui fait 7 km de circonférence. Puis en 1976, les deux laboratoires sont réunis. En 1981, la décision est prise de construire le grand collisionneur électron-positron dans un tunnel d'une circonférence de 27 km. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde de son époque.
Il est détrôné par le grand collisionnaire de Hadron qui réutilise son tunnel à partir du 10 septembre 2008. Ok, ça j'ai compris. Je n'ai pas tout retenu, mais j'ai bien compris. En revanche, ça nous sert à quoi, tous ces laboratoires? À la recherche, bien sûr. Par exemple, l'électron. Il a été découvert en 1899 par le physicien britannique Joseph John Thomson, qui a reçu le prix Nobel en 1906 pour sa découverte. À cette époque, on ne savait pas vraiment quoi faire de particulier avec les électrons. Mais par la suite, ça a donné l'électronique, sans laquelle nous n'aurions pas toute cette technologie qui nous entoure. Et d'ici quelques années, certaines découvertes du CERN pourront certainement nous permettre de faire un bond en avant dans la technologie. Alors en bref, ils cherchent quoi au CERN? La physique des particules est la raison d'être du CERN. Mais le programme de physique du laboratoire est beaucoup plus large. On en a de la physique à celle des hautes énergies, en passant par les études sur l'antimatière et les effets du rayonnement cosmique sur la formation des nuages. Mais il reste encore beaucoup à apprendre sur le boson de Higgs, par exemple, ainsi que beaucoup d'énigmes qui restent à résoudre pour comprendre comment et pourquoi la matière est ce qu'elle est. Les recherches menées au CERN sont vraiment très vastes. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont découvert qui nous est utile, nous? La plus connue des technologies nées au CERN est le World Wide Web, qui a été inventé pour permettre au nombre de plus en plus important de scientifiques de mettre en commun des informations. Et oui, c'est Internet qu'on utilise tous les jours. Il nous vient du CERN. Au CERN, les outils de base sont l'accélérateur et le détecteur de particules. Mais ces outils trouvent également des applications dans la vie au quotidien. Le CERN n'est pas le seul à utiliser la grande majorité de ces machines. Ces outils servent au diagnostic médical, à certaines thérapies et même à la fabrication de puces électroniques. Sans les découvertes en physique des particules, des progrès dans de nombreux domaines auraient sans doute quand même abouti, mais ça aurait été certainement beaucoup plus long. Mais qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de particules? En version simple, c'est un instrument qui utilise un champ magnétique ou électrique pour amener des particules chargées électriquement à de très grandes vitesses. En bref, il communique de l'énergie aux particules qui peuvent aller jusqu'à 99,9% de la vitesse de la lumière. Le but du grand collisionneur est de faire percuter ces particules pour voir ce qu'il se passe. Un peu comme filmer un choc frontal entre deux véhicules et analyser les images. C'est ainsi qu'on a pu confirmer l'existence du boson de Higgs en 2012. Chaque fois que deux particules se percutent à une vitesse proche de celle de la lumière, il ne se passe pas toujours la même chose. C'est pourquoi les chercheurs analysent des millions d'images et en espérant y découvrir quelque chose de plus. Mais pourquoi on les appelle des chercheurs et pas des trouveurs? Eh bien, en fait, parce qu'ils cherchent plus que ce qu'ils ne trouvent. Car des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Pour celles et ceux qui ont fait un peu de physique à l'école, on sait très bien que la logique n'est pas vraiment le point fort de la physique. Albert Einstein aurait d'ailleurs dit à ses étudiants à la fin d'un de ses cours, si vous m'avez compris, c'est certainement que je me suis mal exprimé. Et la physique des particules n'échappe pas à cette règle. Alors oui, ils cherchent plus qu'ils ne trouvent, mais chacune de leurs découvertes fait avancer la science à grands pas. Oui, mais c'est un peu risqué quand même, toutes ces expériences, non? On ne sait pas trop où on met les pieds. Pendant un temps, certains scientifiques avaient peur que ça ouvre un trou noir. C'est vrai qu'il y avait eu une certaine polémique avant la première utilisation du LHC, mais il n'y avait rien de fondé. Un trou noir, ce n'est pas un trou en fait.
C'est une masse tellement dense que sa force d'attraction est telle que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. La plupart du temps, c'est à la suite de l'effondrement d'un soleil sur lui-même. Or, deux particules qui se percutent sont infiniment plus petites qu'un soleil, tu crois pas? Peut-être. Mais c'est quand même des scientifiques qui avaient émis ces hypothèses, non? C'est vrai que certains scientifiques étaient inquiets. Mais c'était surtout une crainte de l'inconnu. En fait, personne n'était certain du résultat, même s'ils avaient suffisamment d'informations pour les anticiper. Pour imager un peu, si tu lâches un œuf d'1 mètre de haut, tu peux facilement anticiper qu'il a plus de 99% de risque de se briser en touchant le sol. Mais ce que tu ne sais pas, c'est en combien de morceaux il va se briser et si le jaune sera toujours intact après l'impact. Donc, on ne risque rien. Eh bien, il n'y a eu aucun trou noir. Aucun vortex ne s'est ouvert au cours de l'expérience. Ceci dit, c'était la première fois. Une certaine inquiétude était tout de même légitime. J'ai tout de même posé la question aux scientifiques qui nous guidaient pour la visite en lui demandant comment ils avaient perçu ces inquiétudes au CERN. Il m'a répondu qu'aucun de ceux qui travaillaient sur le projet n'avait été inquiet, mais que ça les avait incités à être plus transparents sur les activités menées au CERN. Car en fait, c'est vrai que tu as toujours plus peur de l'inconnu, mais une fois que tu es bien informé, si tu n'as pas tout compris, ça devient évident qu'il n'y avait aucun risque. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Ça crée quand même une explosion, non? Oh, oui, bien sûr, mais entre deux particules sous vide. Oui, c'est une énorme explosion à l'échelle des particules, seulement à notre échelle, elle est tellement petite que c'est loin d'être visible à l'œil nu. Toutefois, ça a permis de faire une grande avancée dans la recherche. Et si on revient à la découverte de l'électron qui nous a permis de créer l'électronique, la découverte du boson de Higgs nous permettra peut-être l'ouverture sur de nouvelles technologies dans le futur. Le CERN est complètement transparent. Les visites y sont gratuites, guidées par un scientifique. Ils nous expliquent quel est leur travail avec simplicité et un peu avec humour d'ailleurs. Avec le champ de Higgs n'est pas très élevé. Il n'y a que 5-6 personnes sur 200 qui viennent me voir, me dire bonjour. J'ai une masse toute petite. Par contre, si c'est Tom Cruise qui rentre dans la salle, Tom Cruise il est bien connu. Donc il y a beaucoup de monde qui va venir autour de lui pour avoir un autographe et lui dire bonjour. Tom Cruise il a une grosse masse. Tom Cruise il interagit beaucoup avec le champ de Higgs. Oh, bien sûr, si comme moi tu étais assis près du radiateur pendant les cours de physique, tu ne vas peut-être pas tout comprendre. Mais rien ne t'empêche de lui poser des questions. Et même si tu n'as pas tout compris, il en restera toujours quelque chose à la fin de la visite. Et pour celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de passer par la Suisse, il suffit de taper le CERN sur Internet pour tomber sur leur site officiel et avoir tout autant d'informations que lors de la visite. Si je n'ai pas trop approfondi sur les expériences menées au CERN, c'est d'une, pour vous laisser la surprise si vous avez la chance d'aller le visiter, mais aussi pour vous donner l'occasion d'approfondir vous-même et de ne pas vous arrêter à ce que je dis, mais de faire votre propre opinion, parlez-en les uns avec les autres pour avoir plusieurs points de vue. N'ayez pas peur de vous remettre en question, mais surtout, gardez toujours un esprit critique pour vous éviter de croire n'importe quoi. Et bien sûr, ça va de soi qu'il faut toujours recouper et vérifier vos sources. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec un joli pouce en l'air. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire en restant sympa et courtois, ça va de soi. Rien ne vous empêche de partager cette vidéo pour la faire connaître à celles et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Et bien évidemment, ceci n'est pas encore fait, abonnez-vous. Activez également la cloche, comme ça vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. Allez, salut la compagnie.
Et c'est vrai que même si on ne comprend pas tout dans ce charabia scientifique, ça ne fait pas de mal d'aller chercher quelques réponses à des questions qu'on ne s'était pas encore posées. Salut la jeunesse, et je vous attends à la prochaine vidéo. Avant de nous quitter, prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir à tous et à très bientôt.